Et donc, on se réinvente tout le temps dans les outils, dans les processus de travail. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code avec le choix d'IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risques, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSAS se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous présenter Sylvie Labouesse qui est la CTO de la SACEM. Bonjour Sylvie. Bonjour Bertrand. Bon, je suis enchanté de pouvoir faire le podcast avec toi Sylvie parce que tu es la première CTO que je vais pouvoir interviewer. Donc du coup, on va vraiment rentrer dans la transformation de la SACEM, mais aussi d'un point de vue vraiment technique et les enjeux techniques. Donc c'est top. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi et sur ce que c'est la SACEM ? Alors, sur moi, CTO, tu l'as dit, effectivement, donc ça couvre effectivement les infrastructures informatiques, la production applicative, donc du système d'information, et puis tout ce qui a trait en fait à l'environnement de travail de l'utilisateur, la digital employee experience, on va dire, et qui est en train de complètement bouger avec les situations actuelles. Donc voilà, je m'occupe aussi des tests en fait de toutes les applications avant qu'elles passent en prod. Voilà, c'est un périmètre assez large. À la SACEM, on a un système d'information avec à peu près 180 applications. Ça représente à peu près 1200 machines si je parle de la partie on-premise, mais nous avons aussi une partie sur le cloud public que nous sommes en train de développer sur le cloud public AWS, et je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Ok. Et je suis Au une niveau de la ancienne SACEM. de Bouygues Télécom. Voilà. Une ancienne de Biotélécom. Ok. Et du coup, au niveau de la SACEM, donc tout le monde a déjà entendu son nom. Peut-être que tout le monde ne connaît pas bien ce que c'est, ce que ça fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, la SACEM, c'est donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société civile à but non lucratif. C'est ce qu'on appelle un organisme de gestion collective, et qui a un rôle donc de collecte de l'argent des diffusions de musique qui se réalisent sur les différents canaux de diffusion. Donc, par exemple, la télévision, les musiques de films au cinéma, dans les discothèques, dans les cafés, hôtels, restaurants quand il y a de la musique de fond. Alors ça, c'est de la musique un peu, on va dire, c'est ce qu'on appelle les droits voisins, on en parle. Et également, en fait, tout ce qui est radio, mais aussi tout ce qui est online, c'est-à-dire tout ce qui est diffusé maintenant sur les nouvelles plateformes de diffusion de la musique, y compris alors Spotify, Deezer, YouTube, toutes les plateformes qui vont pouvoir diffuser de la musique online sont des diffuseurs. Et en fait, si on veut que les artistes puissent continuer à créer, eh bien, il faut les rémunérer pour leur création. Donc nous, notre vocation, notre, enjeu, c'est de collecter le plus possible tout ce qui est diffusé et de transférer cet argent, de rémunérer les auteurs, compositeurs de musique et éditeurs, les éditeurs qui éventuellement les portent, au plus juste. C'est Ok. vraiment notre fibre. Voilà. Donc, vous êtes connecté à tous les Deezer, les Spotify, vous calculez le nombre d'écoutes qu'il y a eu. Et Alors, ils vous... nous envoient des fichiers D'accord. tout le temps. Et dans ces fichiers, on va chercher à trouver les œuvres qui ont été diffusées et dont les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique membres de la SACEM nous ont cédé leurs droits pour qu'on collecte pour eux et qu'on les rémunère. Par rapport à cette thématique-là donc des fichiers qui vous envoient, etc., j'imagine que la masse d'informations devient de plus en plus importante avec tout ce qui est l'explosion du streaming, quoi.
Ah oui, avec l'explosion du streaming, et notamment, la crise sanitaire et le fait qu'il y ait plus de concerts, qu'il y ait plus de discothèques, qu'il y ait plus de concerts live, que les cafés, hôtels, restaurants aient été fermés et cetera. Ça a d'autant plus explosé, mais c'était déjà, une tendance de croissance énorme que d'ailleurs nous avions anticipé, il y a 5 ans, je t'en parle après. Donc juste pour Ok. finir sur la SACEM, c'est une société, donc qui a 170 ans d'existence, pardon, et qui, en fait, a une position de leader mondial, sur la collecte, de toutes ces diffusions, de musique, dans le monde. C'est le leader mondial et nous devons, conserver cette position de leader mondial coûte que coûte, pour, toujours rendre mieux le service à nos sociétaires. C'est ça notre credo. Ok. Et si on reprend un petit peu l'historique de la SACEM, la musique étant un des premiers secteurs qui a été le plus impacté par la digitalisation. Maintenant, on parle des fois d'ubérisation, etc. Il y a eu, avant ça, il y a eu le Casa qui ont vraiment complètement bouleversé le monde de la musique. Euh, comment, comment s'est passée en fait la transformation de la SACEM avant tout ça, avec cette explosion en fait et de cette modification du paysage en fait du streaming, du CD, des droits. Comment une entreprise évolue là-dedans quand tout change aussi fortement? Alors, tu évoques un sujet tout à fait pertinent parce qu'en fait, par exemple, la vente des disques, elle a beaucoup baissé. Donc, en fait, le produit matériel de la musique, il a commencé à se digitaliser très, très vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la part de rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique sur les ventes de, de CD ou de disques quand il s'agit de films, hein, puisqu'il y a la musique des films aussi, il ne faut pas l'oublier, la musique des pubs, etc. En fait, c'est quelque chose qui baisse. Donc, en fait, ça a été effectivement une révolution depuis plusieurs années. Et en fait, on voyait bien que l'évolution des usages tournait bien entendu vers des diffusions sur des canaux. Sur des canaux de diffuseurs, on va dire en masse sur Internet, et ça commence à toucher d'autres secteurs. La SVOD connaît ce même phénomène qu'on avait pu rencontrer avec le streaming il y a 10 ans auparavant, quoi. Donc en fait, l'industrie musicale, c'est effectivement un peu l'élément zéro. On voit bien que la digitalisation est un phénomène qui se développe et qu'il faut l'anticiper et l'accompagner et puis le faire émerger très très vite, quoi. Voilà. Ok. Et par rapport à, du coup, à ce changement qui a été opéré dans l'industrie musicale, peut-être que c'était avant que tu arrives, mais comment ça a impacté la culture interne sur, ben, en gros, le marché peut complètement changer, on doit s'adapter. Voilà, j'imagine que ça a marqué quand même la culture en interne des gens et des autres de l'organisation. Oui, tout à fait. Alors effectivement, la SACEM a toujours été dans une dynamique en fait, d'anticipation et effectivement, moi je suis arrivée il y a 5 ans à la SACEM, mais cette évolution technologique, elle avait commencé, elle avait toujours, lieu finalement avec une rénovation, permanente, des technologies, on va sur la base des technologies, mais pas que. Mais par contre, ça s'est accéléré en fait depuis à peu près, 3-4 ans là, hein, il ne faut pas le nier. Alors la SACEM a commencé, notamment il y a 5 ans, été 2016, effectivement avec, une anticipation importante sur toute la partie online dont on parlera, tout à l'heure. Et en fait, c'est surtout qu'elle a su s'adapter, anticiper avec les nouvelles technologies, et anticiper aussi les nouveaux besoins pour rester, efficace et compétitive. Forcément, à un moment donné, par rapport à notre DSI, nos outils et le renouvellement de notre parc informatique, la crise sanitaire de l'année dernière a été un accélérateur, mais sur un point très, 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 très particulier qu'on verra, même si l'approche de cette digitalisation était déjà en marche depuis très, très longtemps, en fait, hein. Ça a juste accéléré le contenu digital. Voilà. Et la musique online va devenir à terme la principale source de revenus en termes de marge de progression. C'est énorme et c'est ce pan-là, en fait, qui évolue très, très vite, etc.
Et en fait, pour conserver sa position de leader, la SACEM, elle est à l'écoute de ces évolutions technologiques pour garder cette longueur d'avance. Et en fait, c'est ce qui fait notre force et aussi notre forme d'ailleurs. Bon, et donc, on se réinvente tout le temps dans les outils, dans les processus de travail. C'est vraiment je dirais, la base, en fait, pour continuer à se développer. C'est pas tant, c'est certes garder notre position de leader mondial, mais aussi se développer. Voilà. Alors, un des exemples les plus flagrants avec l'évolution digitale, on en a parlé, c'est l'évolution du streaming, avec toutes ces masses de données que la SACEM a dû traiter. Et en fait, il n'y a pas de trou dans la raquette. On a pu maintenir notre qualité de service, on a pu, et on continue à maintenir une juste répartition qu'on fait évoluer de plus en plus et une finesse dans le traitement des données qui est vraiment très, très bonne. Et cette dimension anticipatrice, c'est sûr que avec ça, la SACEM évolue, transforme les métiers et les outils numériques, le parc informatique, toutes les solutions, tout le temps, tout le Ça, temps. c'est combien de salariés là, SACEM, combien de personnes dans le juridique, combien de personnes dans l'IT, vu que c'est les deux principales caractéristiques enfin, des compétences, j'ai l'impression, qui sont nécessaires à ce que vous faites. Hein. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a bien entendu beaucoup d'autres métiers que le Bien juridique et sûr. l'IT, mais en tout, à la SACEM, on est 1400 collaborateurs. Il y a aussi un certain nombre de prestataires à la SACEM et surtout côté DSI. Donc, à la DSI, on est 300 personnes, 315 précisément, un peu plus de 100 collaborateurs et donc 200 prestataires, c'est là où il y en a le plus. Et en fait, on cherche à internaliser de plus en plus côté DSI, justement avec des postes orientés, avec une approche donc produit, des postes de product owner, de product manager, de DevOps, de SysOps, et avec des compétences aussi et surtout cloud public et en architecture avec Amazon Web Services. Et cette proportion, donc la DSI, 300 personnes en tout, 300-320 personnes sur 1400 collaborateurs, plus à peu près 200-300 prestataires maximum. Et le reste des métiers, il y a beaucoup de métiers côté juridique, mais il y a aussi des gens qui sont aux opérations sur les diffusions. Il y a il y a des commerciaux en région, il y a 65 sites régionaux, dont 3 dans les DOM. Et en fait, il y a aussi toute une structure qui s'occupe des contrats de licence avec les diffuseurs. Il y a beaucoup de métiers différents en fait à la SACEM. Beaucoup, Ok, beaucoup. Voilà. d'accord. C'est quand même une grosse boutique avec une grande équipe IT, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Ok, donc du coup, aujourd'hui, donc, quels sont les axes de la transfo actuellement? Alors, les axes de la transformation actuelle, comme on en parlait effectivement tout à l'heure, avec l'explosion des diffusions sur le online, on a heureusement anticipé notre capacité de gestion en fait de cette grosse masse de données. Et je te parlais de l'été 2016, je vous parlais de l'été 2016 où effectivement on a passé un accord de partenariat. Donc ça, c'est un des axes possibles quand on doit aussi se développer et digitaliser très vite, c'est de conclure avec un partenaire. Et nous avons choisi un partenaire de notoriété et nous avons choisi IBM, avec qui nous avons en fait co-construit une plateforme qui s'appelle YouRights. Et cette plateforme, en fait, elle permet de traiter toutes les données qui sont tous les fichiers en fait des diffuseurs online comme Deezer, Spotify ou autres, hein, ou Facebook ou YouTube, etc. Et en fait, ensuite, l'ensemble du traitement de ces données pour voir si en fait les diffusions correspondent à des œuvres qui sont celles des artistes de la SACEM ou pas. Enfin, déjà, il faut identifier que c'est bien la bonne œuvre. Donc, il y a des sujets de format de fichier, etc. Et le volume est tel qu'il faut aller très, très vite si on veut pouvoir, enfin, il faut aller vite et il faut être aussi très précis pour avoir une justesse de la répartition des droits qu'on va ensuite facturer
aux diffuseurs et qui vont nous permettre de rémunérer nos artistes. Voilà, donc c'était un gros investissement depuis l'été 2016. On s'est vite rendu compte qu'avec la croissance de la diffusion de la musique online, et ben, en fait, les enjeux étaient élevés à la fois sur le plan humain, parce qu'en fait, il fallait aussi arriver à conduire un changement au niveau des équipes. Et donc, nous avons fait des spécifications en fait de cette plateforme avec toutes les règles de gestion. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Les règles de gestion sur comment identifier en fait des œuvres qui sont la propriété de nos membres en fait, et dans les différents fichiers qui nous sont envoyés, fichiers de diffusion. Et comme ça va être aussi ouvert à la SVOD, en fait, c'est devenu une plateforme de plus en plus stratégique en fait. Donc, on a passé cet accord de partenariat avec ce leader mondial IBM donc, pour monter cette plateforme et traiter toute la chaîne d'identification des œuvres et de répartition sur ce qu'on appelle la musique online. Voilà. On a co-construit et elle nous permet aujourd'hui de proposer à d'autres sociétés comme des éditeurs ou des structures qui signent des accords sur le online de traitement de la qualité de données et de la transformation, de l'enrichissement aussi des données. Et en fait, on s'aperçoit d'ailleurs que quand c'est un argument de taille sur le marché en termes de prospection avec des mandants de conquête d'éditeurs sur le marché. C'est un argument très, 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 très important pour nous. Donc ça, c'est une réussite, ça marche très, très bien. On commence à bien développer en fait des contrats avec de nouveaux éditeurs. Alors là, pour le coup, c'est un peu on va dire des clients qui viennent s'intéresser à cette plateforme parce qu'on a fait un travail énorme de structuration sur cette plateforme qui est donc externalisée chez IBM, qui a été construite chez IBM et dont ils font aussi l'exploitation d'ailleurs. Donc ça, c'est un Ok. premier axe. Ça, c'est un Et premier du axe. coup, que je comprenne le point sur le fait d'un partenariat. Donc, partenariat, c'est-à-dire qu'ils cofinancent avec vous et que vous avez des royalties communes. Est-ce que c'est ça? Et le second point, c'est est-ce que c'était indispensable aussi technologiquement parlant en termes de compétences et voilà, de talent de s'associer à un partenaire technique pour pouvoir faire ce type de plateforme? Alors, sur ta première question, oui, bien sûr, c'est une co-construction, un cofinancement, forcément, parce que nous y avons investi beaucoup de temps et on n'avait pas forcément, en fait, le casting en termes de compétences pour pouvoir faire nous-mêmes monter cette plateforme. Il aurait fallu monter une très grosse équipe très, très, très vite. Et tout en faisant le reste, hein, parce qu'en fait, le reste du système d'information doit évoluer aussi. Il n'y a pas que cette plateforme en fait, de traitement des données du online qu'il était nécessaire d'adapter, mais aussi tout le SI en amont et en aval, toutes les applications en amont et en aval de cette plateforme-là, en fait. Donc, oui, c'était nécessaire absolument en termes de technologie et de compétences technologiques aussi, on peut le dire, oui. Ce qui ne serait plus forcément le cas aujourd'hui. Ok, oui, parce qu'aujourd'hui, du coup, vous avez réussi à staffer votre équipe parce que vous êtes monté petit à petit dans vos équipes en compétences et aussi, j'imagine, en nombre de personnes pour pouvoir Oui, tout réaliser à tout ça. fait. En compétences, en nombre de personnes et en compétences technologiques sur des technologies un peu novatrices, et ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Et je pense notamment au cloud public. Bien entendu, le cloud public a avancé en parallèle. Et en fait, sur la modernisation du système d'information donc, que l'on a en propre, hein, hors plateforme Rise dont on parlait tout à l'heure, qui est une vraie réussite. Nous avons donc un système d'information avec à peu près 180 applications. Et on a deux parties. On a notre système d'information, on va dire, hébergé sur nos serveurs dans nos data centers. Et puis, on est en train de construire, en fait, par opportunité, sans précipitation. Depuis 3 ans, on a défini une stratégie cloud, qui est une stratégie très simple. C'est cloud first, pour tout ce qui est nouveau. Mais avec donc cloud first pour tout ce qui est nouveau, avec une volonté de ne pas perdre de temps à faire du lift and shift, c'est-à-dire à transposer notre système d'information actuel
dans le cloud public, juste en faisant de l'infrastructure as a service, du IaaS. On a considéré que ce n'était pas intéressant pour nous de dépenser du temps et donc de l'argent là-dessus, mais plutôt de faire en sorte de développer notre système d'information dès qu'on avait un nouveau service à développer, une application à refondre. Tout de suite, on va se poser la question, est-ce que ça existe sur étagère et je prends un service en SaaS? Ou alors, s'il s'agit de fonctions cœur de métier, on va forcément faire le choix de développer en propre, en plateforme as a service, donc en utilisant des services managés directement, et ce, pour les nouvelles applications ou les refontes d'applications existantes. Et donc, pas de IaaS du tout, pas de lift and shift. Ça n'est pas notre stratégie. On voulait tout de suite, en fait, créer de nouveaux produits, mais pas passer du temps sur trop de refactoring de code, parce qu'on sait très bien que quand on fait du lift and shift, ça ne fonctionne pas forcément sans reprendre, sans avoir une grosse phase de reprise du code, sauf si, par nature, nativement parlant, les applications ont été développées en microservices, ce qui n'est pas toujours le cas quand il s'agit d'applications un peu anciennes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, moi, il y a 3 ans avec mes équipes, c'est de monter une CCOE, une Cloud Center of Experience. Si je le dis en français, ça fait la cellule cloud d'expertise. On essaye de parler beaucoup le français à la SACEM plus que l'anglais puisque notre nature, on va dire, d'activité est plutôt francophone, bien qu'on ait beaucoup de sociétaires qui soient étrangers. Mais bon, bref, on a monté cette cellule CCOE avec des personnes de mes équipes qui bossaient, qui étaient à la SACEM depuis déjà pas mal de temps, des anciens, et qui se sont portés volontaires. C'était sur la base du volontariat. Alors, il y a eu un petit jeu entre ceux qui voulaient y aller et puis ceux qui disaient « mais le cloud, mais non ». Et donc, en fait, ceux qui voulaient y aller se sont autoproclamés Cloudator, et en opposition aux Legacy Raptor, qui étaient ceux qui ne voulaient pas y aller. Voilà. Et en fait, on est parti dans un programme d'adoption un peu accompagné au début, mais pas tant que ça. En fait, on a fini par faire tout seul. Et donc, on s'y est mis, on a monté on a formé toute la DSI à l'architecture avec AWS, à minima sur les fondamentaux, et beaucoup de personnes, toutes les personnes qui étaient amenées à travailler soit en tant que DevOps, soit en tant que SysOps dans le cadre des différents nouveaux produits à développer, des évolutions du système d'information, on les a toutes formées à l'architecture avec AWS. Et on a monté finalement une landing zone, donc une infrastructure pour accueillir tous nos produits cloud publics qui fonctionne très très bien avec des VPC, des AZ, des Availability Zones, etc. En Europe, on a choisi l'Europe. Et donc, bien sûr, cette équipe, ce sont des geeks, c'est des SysOps qui développent en infrastructure as code, en Terraform, et qui ils développent comme s'ils sont fluents Terraform, ils sont fluents tout en fait. Ils sont beaucoup montés en compétences, et aujourd'hui, on a vraiment une équipe très solide qui accompagne tous les nouveaux projets cloud, toutes les nouvelles équipes produits à travailler dans les bonnes pratiques définies avec une usine de CI/CD, une usine de dev, du CI/CD pour un déploiement automatique, et ça fonctionne très, très, très bien. Et en fait, pourquoi on a choisi Amazon Web Services. Pourquoi on a choisi Amazon Web Services? Parce qu'il y a 3 ans, et je pense que c'est toujours aujourd'hui, on s'est dit, si on se met à faire un benchmark des clouds publics sur le marché, on va perdre du temps, alors qu'on voit très bien que celui qui est le plus avancé, celui qui propose le plus de nouveaux services managés toutes les semaines, c'est Amazon Web Services. Et nous, ce qu'on voulait, c'était ne pas passer de temps à défricher de nouvelles technologies, comme, je ne sais pas, la reconnaissance faciale, le blockchain, API, bien sûr. voilà, tout ça. Et en fait, ça a été notre choix à cette époque-là.
Et, OK. et ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on a un produit qui permet d'identifier plus précisément les œuvres diffusées en online avec des règles particulières pour la SACEM, puisque ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, Bertrand, c'est que cette plateforme YouRights, potentiellement, n'importe quelle société d'auteurs au monde pourrait acquérir un compte, acheter en fait ce service YouRights pour pouvoir, elle aussi, traiter toutes les données de diffusion online concernant ces auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, puisque les fichiers sont produits pour toutes les sociétés d'auteurs. Spotify envoie ces fichiers à toutes les sociétés d'auteurs. D'accord? OK, Et donc à ouais, donc chaque ça doit être, société d'identifier ses œuvres dedans. Et donc, en fait, YouWrite, c'est le cœur. Et en fait, toutes les spécificités liées à la SACEM, elles sont implémentées dans un produit qu'on a fait en cloud public, qui est le premier qu'on a fait dans notre infrastructure cloud public. Et on a réussi en fait à affiner tellement au travers des technologies que, en fait, sans changer une seule règle de gestion fonctionnelle, en fait, notre moteur d'identification spécifique, en fait, permet d'identifier plus d'œuvres et donc de rémunérer mieux nos auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. et sur cette partie-là, vous, quand vous avez fait la décision de faire cette plateforme-là, de potentiellement, qu'elle puisse être vendue à des concurrents à vous, dans d'autres pays, ça a pas été stratégiquement un point, compliqué en interne? Parce que c'est quand même un des éléments, hyper différenciants de ce que je comprends de comment vous travaillez? Ça a pu émerger, mais très vite, ils ont vu que le projet avançait, que c'était une réussite, que ça ne leur enlevait pas d'intérêt dans leur travail, puisque de toute façon, il y avait beaucoup d'autres choses à faire aussi à côté, tout autour, parce que la plateforme YouRights, sans faire évoluer les applications de notre système d'information, de toute façon, elle ne se suffit pas forcément à elle-même, quoi. Mais déjà, sur le online, c'est essentiel. Et effectivement, on s'est confronté à certaines craintes, mais il faut il faut expliquer, il faut emmener les gens dans les nouveaux projets aussi novateurs et en fait, les choses se font en parallèle. Donc finalement, ça a bien fonctionné. Mais c'est Et au vrai. niveau, direction, par exemple, dans la direction, tout le monde était aligné sur le fait que ce projet-là n'était pas un risque stratégique pour l'entreprise, à long terme? Ah non, au contraire, ce projet-là, au niveau de l'entreprise, tout le monde était aligné sur le fait que OK. c'était une nécessité, une anticipation importante et que si on ne le faisait pas à ce moment-là, parce qu'en fait, avant de monter une plateforme, entre le moment où on prend la décision et le moment où c'est fini, Bien sûr, ouais. où il y a une première version qui sort en tout cas, parce que c'est en évolution permanente, ben, en fait, il s'est quand même passé 2-3 ans, j'ai plus en tête le délai, mais oui, je dirais 2 ans avant qu'on sorte une version qui soit, et 2 ans, c'est finalement quand même assez court en pour avoir une plateforme aussi mûre maintenant et on continue à l'améliorer bien entendu. Donc c'était une façon de démultiplier nos forces et non pas de freiner. Bien au OK. contraire, c'était un accélérateur et je pense que finalement tout le monde l'a compris. Mais ça nécessite bien entendu toujours de donner du sens. C'est important, la conduite du changement, hein. Je vous l'accorde, c'est un sujet vraiment très important. OK. Bon et du coup après donc en dehors donc du coup donc déjà premier choix, enfin second choix, on passe au cloud mais que sur le nouveau et l'existant, qui est bien sous contrôle, qui est clean, on le garde comme ça et donc du coup ça permet de simplifier un petit peu le changement. 3e étape. Alors, troisième étape ou troisième point, on va dire, hein, c'est l'impact de la crise, en fait, de la crise sanitaire qui a impacté les métiers et nos outils dont je peux effectivement vous parler, mais qui était anticipé en même temps. Donc, en fait, cette crise sanitaire là, de début 2020, hein, comme il y a beaucoup de sociétés qui sont restées en difficulté pendant plusieurs mois, ça n'a pas été le cas pour la SACEM.
Et en fait, c'est un cas pratique qui illustre en fait en réel les réussites, je dirais, de la digitalisation. Sans parler du fait que la SACEM, son domaine, sa nature d'activité, c'est quand même la culture, la musique, et que ça a été l'un des secteurs, les premiers secteurs les plus touchés. Fermeture des cafés, hôtels, restaurants, plus de tourisme, plus d'événements, plus de concerts live, plus de théâtre, plus de cinéma, et cetera. Les discothèques fermées, en fait, tous les diffuseurs, quels qu'ils soient, tous les événements étaient clos. Donc, ça a été quand même une crise importante dans le secteur culturel et particulièrement de la musique. Mais je vais vous l'illustrer au travers de la façon dont ça a été traité en interne, sans parler de toutes les aides qu'on a mis au point avec les auteurs-compositeurs de musique. Le premier sujet, ça a été donc le jour du premier confinement, le télétravail. Le deuxième sujet, ça a été la répartition des droits aux sociétaires. Et le troisième sujet, ça a été la rémunération en fait des live streams. D'accord. Et en fait, voilà. Donc le premier sujet, côté digital workplace, on va dire, donc pour l'environnement de travail utilisateur, on a mis en télétravail en 48 heures l'ensemble des collaborateurs et prestataires de la SACEM. Donc les 1700 personnes ont été mises en télétravail alors que en fait seulement un quart était équipé de PC portables. D'accord. Donc en fait on a réussi tant pour la mise au télétravail on avait entamé en fait une rénovation de notre parc bureautique. Comme il y a une crise importante sur les composants électroniques, heureusement j'avais un stock de PC prêt pour du télétravail. Finalement, je l'ai attribué, ce stock de PC tout prêt, très, très, très vite en quelques jours, à 250 personnes et plus vite qu'on ne l'aurait fait dans le cadre d'un déroulement de l'accord de télétravail d'entreprise. Et puis, on a aussi un système avec des postes virtuels, des prises de main à distance. Donc, en fait, finalement, tout le monde s'est retrouvé avec une capacité à travailler de chez lui dès lors qu'il avait une box et un accès Internet convenable. Voilà. Et puis après, même pendant la reprise partielle sur site, il y a toute l'installation. On a été tous confrontés à de la visioconférence. Ça, c'était pendant le télétravail. Donc, d'ailleurs, il a fallu déployer des outils de visioconférence. Nous sommes Microsoft. Nous avons tout de suite basculé sur Teams. On était en train de le faire. On était encore en Skype. On a basculé sur Teams. On faisait très, très peu de visioconférence en hybride entre le bureau et d'autres collaborateurs en télétravail. Et c'était très, 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 très réduit et par habitude, tout simplement parce que le télétravail n'était pas du tout déployé comme ça à la SACEM. Et là, en fait, tout le monde s'y est mis, tout le monde l'a adopté. Et d'ailleurs, il y a eu une enquête de la DRH faite à l'issue de ce premier confinement au bout de quelques semaines. Et la plupart des collaborateurs ont évoqué le fait que finalement, ils étaient montés en compétence sur leur situation de travail numérique, en fait. Ils ont découvert des outils, le mode de partage, et ils les connaissaient déjà, mais ils les utilisaient moins. Là, ça a accéléré. Ils s'y sont mis beaucoup plus. Voilà. Donc ensuite, quand on a commencé à être en déconfinement partiel, on va dire, il a fallu installer des systèmes de visioconférence dans les salles de réunion. On n'avait que quelques salles de réunion équipées de systèmes de visioconférence. On a fini par quasi en équiper, je dirais, 60% très, très, très vite. Et l'usage de ces salles de réunion en visioconférence s'est fait aussi avec facilité. Après, ça, c'est pour la partie des collaborateurs. Le jour où on a été confinés, donc en mars 2020, nous, on avait notre répartition trimestrielle des droits aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique début avril. On n'a eu aucun impact sur cette répartition. On a continué en fait nos process. On est passé du bureau à la maison, certes confiné, mais en fait, il n'y a pas eu de rupture dans l'activité. Il y a une continuité de l'activité. On avait préparé notre PCA depuis longtemps, mais néanmoins, on a eu une continuité dans l'activité. Il n'y a pas eu du tout aucune rupture. Et on a réussi notre répartition à nos sociétaires sans aucun encombre.
Ça n'a pas été le cas pour d'autres sociétés d'auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, notamment la SCAP, hein, qui est l'American Society of Composers, Authors and Publishers, donc notre société sœur américaine, pour qui ça s'est mal passé. Eux aussi avaient leur répartition début avril et ils ont eu vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça n'a pas Ok, été comme ça. Voilà. compliqué quoi. Oui, oui, ça peut être compliqué. Bien sûr, quand on calcule une répartition comme ça, c'est des millions d'euros à répartir au plus juste. Ça a beau être des traitements automatiques, il y a toujours des phases de vérification, de rejet, de correction et plus ou moins automatiques. C'est pas évident d'être au plus juste. Pour eux, ça s'est assez mal passé. Et en fait, ils l'ont publié que 3 semaines après la date officielle de publication. Donc, ils étaient très embêtés. Nous n'avons eu aucune rupture, mais une continuité, grâce à notre capacité à anticiper, à se préparer, à se remettre en question tout le temps, à la Ok, fois en interne, avec nos membres. On fait tout pour améliorer le service en permanence auprès de nos membres sociétaires. ok. Et Et sur la partie, on va dire, passage, on va dire, enfin, pendant le Covid, passage au full autotravail, etc. Comment ça a été perçu en interne, le fait que peut-être qu'il y avait du retard dans les équipements d'ordinateurs d'ordinateurs portables, qu'il n'y avait pas encore Teams, etc. Est-ce qu'il y avait une certaine forme de bienveillance parce que c'était compliqué pour tout le monde? Est-ce que ça a été dur pour les gens? alors, en fait, les gens étaient prévenus. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a fait plus vite que prévu. Donc, mais il y avait une grande bienveillance parce que tout le monde avait envie de travailler, en fait, et de continuer à travailler normalement. Mhm. Et voilà, on ne peut pas dire qu'il y avait un retard, hein. C'était juste notre feuille de route, en fait, hein. OK, Ouais, ouais, d'accord. c'était pas un retard, c'était plutôt c'était calé dans notre feuille de route sur le mois de juin. Et ben, on l'a fait, on l'a fait en mars. Voilà, voilà, OK, voilà. et le dernier point du coup? Alors le dernier point, c'est, la mise en place de la rémunération des live streams musicaux. Vous savez, c'est quand les artistes se Mmh. produisent, par exemple, sur le compte de leur réseau social préféré, sur, Facebook, par exemple. Donc en fait, ça n'existait pas avant, avant en fait, les artistes qui se produisaient, sur leurs réseaux sociaux, on ne savait pas collecter, en fait, les informations relatives à leur diffusion auprès des fournisseurs de réseaux sociaux, on va dire, hein, de Facebook, Instagram, ou Twitch. Et finalement, en fait, en quelques semaines, on a réussi, en un temps record, entre la direction métier des licences qui a réussi aussi à contractualiser avec, les réseaux sociaux, parce qu'en fait, pour pouvoir, payer les artistes, il faut collecter l'argent avant. Et collecter l'argent veut dire il faut qu'on ait un contrat. Et Donc, oui. faut signer un contrat. Et donc, il y a eu toute cette étape-là, contractuelle, pour pouvoir collecter en fait, les fichiers en fait de diffusion et ensuite les traiter et répartir en fonction du nombre de vues aux artistes créateurs et voilà, et aux éditeurs. Et tout ça, ça s'est fait entre fin mars finalement, début avril et le mois de juin. Et ensuite, l'espace a été créé dans l'espace membre de notre site sociétaire pour que les sociétaires puissent déclarer aussi, eux, leur programme de diffusion au sein de leur réseau social. Et après, on réconcilie les deux. Et Donc, du coup, comment ça se passe, ça, le contrat entre vous et un Facebook ou un Twitch? alors, comment ça se passe? En fait, il y a un contrat qui est signé pour un volume et pour une durée et pour des territoires, en fait, sans rentrer dans le détail. Et voilà, on passe des accords avec tous ces types de diffuseurs, en fait. Et ce qui nous permet après de pouvoir assurer que quand un artiste se produit dessus, on puisse le rémunérer au plus juste en fonction du nombre de vues. Donc, c'est des négociations entre des juristes spécialistes du monde de la musique
Et c'est pas du tout côté informatique que ça se passe, c'est dans une des directions métiers de la SACEM, qu'on appelle la direction des licences de l'international et des opérations, la DLIO, et qui est en charge de ce type d'activité. C'est son job, de ramener le plus de contrats possible avec des diffuseurs. Ok, ça va être sacrément complexe, hein. C'est assez complexe, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut bien maîtriser, le métier, il faut bien maîtriser l'anglais, c'est bien entendu et cetera. C'est très, très complexe. Tout à fait, tout à fait. Alors Ok. en fait, finalement, cette évolution, sur la rémunération des live streams, on l'a développée très vite au travers de sprints, très, très rapides en agile, et puis en fait, ça devait être provisoire, et puis finalement, ben, le provisoire, il dure. On a été la première société, à proposer ce type de rémunération en quelques semaines. C'était fait et les sociétaires, ils pouvaient déclarer leur live stream et être rémunérés. Alors, ils ne sont pas rémunérés tout de suite parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on reçoit les diffusions, où on les traite, où on facture et où on reçoit l'argent avant de pouvoir distribuer cet argent aux sociétaires. Mais tout ça, c'est fait et ça a été déployé en un temps record. Et donc, cette évolution du live stream qui a été censé être temporaire, finalement, bah, elle a perduré dans le temps et c'est aussi aujourd'hui un nouveau mode de rémunération pour les artistes. Donc, voilà comment, avec une réactivité, une digitalisation poussée, on arrive à mettre en place des services très, très vite qui permettent d'augmenter la satisfaction de nos membres et continuer à être un peu leader, figure de proue en fait, hein, sur ce type de fonction. Donc voilà dans les grandes lignes nos axes de digitalisation. Ok. Et sur les projets comme le dernier, le fait de dire, OK, il faut qu'on arrive à créer une nouvelle source de revenus pour nos membres en très peu de temps, ça vient du marketing, ça vient du légal, ça vient de l'IT, ça vient de la direction générale. C'est vraiment toute l'entreprise qui a l'idée, enfin, c'est l'idée est naturelle pour toute l'entreprise. Comment ça se passe en termes d'organisation et de personnes on va dire, de typologie de métiers impliqués? Alors là, la typologie de métiers impliqués, de mémoire, c'est la DSI qui a proposé ça. Notre cellule innovation, stratégie, innovation, architecture, Mhm. et en lien bien entendu avec la direction des licences et de l'international, et également avec la direction qui s'occupe de la relation avec les sociétaires, parce qu'en fait on est toujours très très proche avec les métiers. Il y a des, il y a des partages d'informations, de préoccupations qui jusque-là étaient à fréquence mensuelle, mais qui pendant la crise sanitaire s'est avéré se transformer en fait en cellule de crise avec une bonne quinzaine, vingtaine de personnes qui faisaient partie de cette cellule de crise et au travers de laquelle on gérait non seulement absolument la continuité de service sur tous les services, hein, pas uniquement les services informatiques, ce qui a la qualité de service, hein, la QoS du SI, elle a bien tenu sans aucun problème, bien entendu, mais aussi la continuité d'activité, mais aussi justement toutes ces réagir à toutes les demandes des sociétaires qui nous sollicitaient, qui s'inquiétaient, etc. Et là, les idées ont émergé et il y a une vraie symbiose entre la direction des systèmes d'information et les différents représentants des directions métiers. Et D'accord. ça a été proposé et tout le monde s'est mobilisé en fait pour arriver à produire à la fois le métier pour définir finalement la user experience, les cas d'usage, etc. Et aussi la DSI pour développer derrière et très très vite. Très clair. Bon, mais super. Et personnel. Du coup, maintenant, les challenges de la Là, rentrée. on est en pleine redéfinition de notre feuille de route, donc c'est un peu tôt pour en parler, puisqu'en fait, on doit beaucoup bouger, mais on est en train de mettre en place plein de choses nouvelles. C'est un peu, bon, c'est un peu
on va dire, il y a des sujets confidentiels dont je peux pas tout à fait parler, mais ça continue à bouger et dans le bon sens et plutôt, avec une courbe de digitalisation qui va être, non pas linéaire, mais vraiment en accéléré. Ça, c'est Ok, sûr, en accéléré, c'est sûr. bon, ben super. Écoute, c'était super intéressant. Merci pour tout. Bah, de J'esp- rien, avec j'esp- grand plaisir. J'espère qu'on a pu faire un revue un petit peu tous les changements qu'il y a eu à la SACEM et il me tarde de voir ce qui va se passer du coup en 2022. Ouais, tout à fait. En tout cas, en 2022, c'est sûr, on continue la cloudification, si on peut l'appeler comme ça c'est certain. Et puis, oui, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, notre site web, enfin des tas de choses, des tas de choses qui vont bouger. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!